Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 53e épisode, épisode numéro 42. Nous sommes le 21 juillet 2021 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre-Antoine Grégoire. Bonjour Pierre-Antoine, qui êtes-vous ? Bonjour Hubert Sablonnière, je vous trouve top comme garçon. Je suis Pierre-Antoine Grégoire et je travaille avec Clever sur des sujets de virtualisation, entre autres choses. Intéressant. Bonjour, je suis aussi accompagné de Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy, qui êtes-vous ? Bonjour. Eh bien, moi je suis développeur chez Clever Cloud et je travaille aussi sur des problématiques de virtualisation. Intéressant. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un invité de marque, j'ai nommé Sébastien Blanc. Bonjour Sébastien, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Sébastien Blanc et je travaille pour Red Hat où je suis développeur advocate. Ok, et donc chez un développeur advocate, qu'est-ce que ça fait de beau ? C'est quoi ton quotidien en tant que lanceur de paillettes, comme diraient certains ? Alors, je suis un lanceur de paillettes, ça me correspond tout à fait, mais moi, mon but, c'est de rendre les développeurs heureux. C'est ce que je raconte aux gens, en fait. Mon but, c'est de rendre les développeurs heureux. Et comment je fais ça ? En faisant des talks, des workshops, en créant du contenu, en créant des relations avec les équipes de développeurs pour la communauté ou les clients. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant de bâtir ces relations. Donc voilà, c'est ce que je fais au quotidien. Cool. Et ton métier a été vachement impacté avec la pandémie. Si j'ai bien compris, tu as step up ton game de conférences en ligne et de matos de streamer. Une star est née. Tout à fait. Je suis devenu YouTuber professionnel. 3 jours avant le confinement, le premier confinement, je suis parti chez Boulanger, j'ai acheté les lumières, l'écran vert, et du coup, au dernier moment, baguette. On s'est transformé en YouTuber. Et honnêtement, ça me plaît beaucoup. C'est un peu comme les gens qui tunent leur voiture. Une fois qu'on commence avec le streaming, on a envie d'avoir tout le matos, voilà. Non, j'aime beaucoup. C'est bon. Je me languis de retourner un peu en conf, mais au moins on a pu toucher beaucoup plus de monde qu'avant. Il y a eu ce que j'aime bien dire, c'est une des grosses différences avec les conférences en physique. Ouais. D'ailleurs, j'ai mon t-shirt, je veux du physique. Une des grosses différences, c'est le chat. On n'y pense pas souvent, mais dans les conférences en ligne, en fait, il y a le chat et les gens peuvent interagir à n'importe quel moment. Et ça arrive rarement en compte, rarement un mec qui se lève, il fait j'ai pas compris ça et tout. Là c'est possible. Et j'ai trouvé ça génial en fait. C'était une forme d'interactivité qu'on n'avait pas du tout dans les vrais confs. J'ai vu des communautés se créer dans le chat. Donc non, pour cet aspect-là, non, c'était génial. Donc, voilà. Oui, parce qu'ils interagissent avec toi et parfois entre eux sur ce que tu es en train de faire, etc. quoi. Tout à fait. Ok, donc tu es un peu le Sébastien Blanc Riviera Drift qui tune son équipement audio. Sans transition sur ce chef-d'œuvre cinématographique, on va revenir rapidement avec un premier lien qui est en fait copilot.github.com. On l'a évoqué plusieurs fois dans plusieurs épisodes, mais Sébastien, tu avais envie de revenir un petit peu dessus, donc on va en reparler un petit peu pour commencer. Ouais. Je t'en prie. Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un assistant pour t'aider qui est ton père programmeur, en fait, et qui va, par exemple, sur la base d'un commentaire que tu vas écrire dans le code, I want an iteration from 1 to 10, hop, lui, il va te coder la boucle for, par exemple. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce que GitHub appartient à Microsoft. Et Microsoft, moi, je pense à Clippy, le petit Clippy qui venait donner des petits conseils, tu sais, quand tu tapais dans tes documents Word. Donc, voilà, j'aime bien le lien. Honnêtement, je suis sur la liste d'attente, donc j'ai pas pu tester. J'ai vu des situations assez marrantes où il te sort les secrets, des trucs assez... voilà, il y a l'aspect... propriété intellectuelle qui pose débat. Je sais que c'est un gros débat chez Red Hat en interne en ce moment. On discute beaucoup de ça parce qu'apparemment ils puisent ces suggestions de code
sur tout le code base de GitHub. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui ont confirmé qu'il n'y avait pas eu de filtrage sur du MIT ou autre, Ouais, il et n'y a pas de qu'ils avaient classification. tapé partout. Ouais. Ouais. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Et le troisième aspect, c'est l'homme qui remplace, enfin la machine qui remplace l'homme. Là, j'essaie toujours de caler un peu le Terminator 2, parce que c'est toujours un défi pour moi. Non, moi, j'ai beaucoup de talks où je parle de... Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'adore l'agile, que j'adore les méthodologies Scrum et tout. Non, pas du tout. Et un des dangers que j'essaye de mettre en avant, c'est en fait la prolétarisation du métier de dev. On est au début de la révolution IT. Il y a eu la révolution industrielle où il y avait les ateliers et tout. Après, il y a un mec qui est arrivé, il a fait « Oh, mais vous pouvez aller beaucoup plus vite, on va séparer les tâches et tout. » Bon, là, c'est ce qui se passe avec Scrum, Safe et tout. Et j'ai peur que, déjà, on a divisé les petites tâches du dev. Est-ce que ça va pas encore pousser plus loin l'automatisation et encore plus prolétariser? Donc, prolétariser, ça veut dire enlever l'essence, la passion des travailleurs. Donc voilà, c'est les questions que je me pose. En automatisant des choses, ouais. Ouais. Donc, est-ce que ça va pas permettre aux devs de faire des choses plus intéressantes? Parce que je t'avoue que écrire le code, c'est quand même pas ma passion. Concevoir, c'est peut-être plus intéressant. Ouais, pareil. Mais ça va dépendre des métiers, je pense. Alors moi, j'ai un retour partagé là-dessus. C'est peut-être là le grand âge où écrire le code me manque parfois et je suis très content d'en écrire. Mais voilà, comme tu es content de revenir à ton ouvrage parce que c'est intéressant aussi, puis ça donne des perspectives différentes. Mais en effet, la conception est la partie intéressante. Mais là, ça n'enlève pas la conception. Je pense que le vrai souci majeur, là, pour l'instant, en effet, c'est celui de la propriété intellectuelle, mais je crois qu'il a déjà été évoqué et qu'il n'est pas évident à régler. En revanche, je pense que c'est inévitable. De la même manière qu'on n'écrit plus d'assembleurs, de la même manière que les langages ont évolué en termes de génération, que beaucoup de gens, parfois, dans certains métiers, écrivent des DSL pour éviter de implémenter les mêmes choses ou utilisent des générateurs de code pour éviter de écrire un driver à chaque fois. Ça rejoint le mouvement de no-code un peu, quoi. Ça a du sens. Là, ce qui est un peu bizarre, c'est le côté universel de la chose, entre guillemets. C'est la massification et la connexion de tout ça. Ça va même bien au-delà de ce qu'on avait avant, parce qu'avant, tu créais une machine-outil, elle était dans ton usine. Enfin, même maintenant, tu crées ta machine-outil, elle est dans ton usine, elle est installée, elle est là, elle va optimiser ton travail, mais tu pioches pas dans les machines-outils du voisin des trucs... Bon, l'espionnage industriel, ça existe, on est d'accord, mais là, il est quand même à très grande échelle, quoi, et il est quasi immédiat. Ouais. Et c'est ce côté-là qui est... moi, je préfère voir ça d'un côté enthousiasmant, mais je comprends ce que tu veux dire sur le côté prolétarisation, c'est que ça veut dire qu'il y a une part des gens, et en effet, ils se soucient pas plus de la conception, comme disait Geoffroy, en mettant le mot de manière très large, ça va compliquer. Par contre, je partage pas ton point de vue sur Scrum & Co, même si je comprends sur quoi ça peut se baser, ça dépend comment on le fait. Mais je pense que ça encourage plutôt, en général, la spécialisation et l'expérience métier, et du coup la conception, et pas la prolétarisation au départ. De toute façon, tu peux pas être en roue libre dessus. C'est-à-dire le copilote, si t'écris du code, tu dois le review, en fait. Tu dois t'assurer quand même que le code fait ce que tu demandes. Apparemment, il est quand même vachement malin. Il y a des trucs qui sont générés dans des cas compliqués. J'avais un pote là qui était en train de faire un parseur de fichiers MIDI, enfin du protocole MIDI, et le machin, il connaissait déjà en fait le protocole. Parce que quelqu'un l'a déjà fait, ce parseur. C'est assez incroyable. Mais par contre, tu dois vérifier parce qu'il y a un moment, il écrit genre un truc. Non, attends, il faut du test derrière à fond. Ouais, t'as bu, copilote, t'as bu, c'est pas possible. Et tous les systèmes de génération de code, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que tu dois passer plus du temps sur ton harnais de test derrière. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que tu passes loin d'être une mauvaise chose. Ce que le code doit faire, l'intention que tu y mets, plutôt que juste écrire tes lignes de code, quoi. Ouais. Mais après, on a encore une fois pas géré toute la complexité. Une fois que tu as un test qui passe pas sur un code que tu n'as pas écrit, mesurer l'impact, ça veut dire relancer l'intégralité de tous tes tests très souvent. Ouais, mais enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est aussi copilote qui va écrire le test. Voilà. Et c'est lui qui va le détecter. Puis en définitive, finalement, bon, il va parler directement avec le chef de projet.
Est-ce qu'il rajoute des to-do et des fix-me à un copilote aussi? T'imagines la galère directement. Ouais. Est-ce que quelqu'un lui a déjà demandé de faire une ligne rouge avec un crayon bleu sur... Et des 3 droites toutes perpendiculaires. S'il le fait, en effet, je crois que notre métier est mal barré. Alors, moi, ce qui m'interroge, c'est quand même que ça prend du code à partir de code existant. Et vu comme ça fait du machine learning, c'est globalement ce qui est fréquent va avoir tendance à être proposé plus facilement par Copilot. Donc, si à un moment tu as des pratiques qui évoluent, par exemple d'un point de vue sécurité, et ben Copilot va continuer à te proposer les mêmes bêtises encore et encore et encore tant que t'as pas une masse suffisante de gens qui ont migré aux nouvelles pratiques. Et ça va y avoir des choses intéressantes qui vont apparaître. Genre peut-être qu'ils vont devoir aller corriger le modèle à la moins. A contrario, je pense que s'il donne plus de poids à ce qui est un petit peu plus récent, il peut aussi suggérer des choses que tu n'aurais pas regardées, qui fixent la sécurité. Mais c'est chaud. Moi, je me demande comment le produit va évoluer. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à être sur liste d'attente. Il va peut-être sortir de manière très générale, mais en quoi il va passer d'un stunt, parce que ils ont fait un énorme coup de pub et bravo à eux, mais à quel point ça va passer d'un stunt médiatique dans la tech à quelque chose qu'on utilise vraiment. Ah putain, j'aimerais bien avoir Copilot là-dessus parce que ça m'aurait aidé, tu vois. Je suis curieux de voir comment ça va mûrir, avec le temps. Je sais pas trop. Je pense que ça va être extrêmement compliqué quand tu vois déjà ce que quelques lignes de code dans un code de JVM forqué ont pu donner en termes de procès. Ouais, carrément. Quand c'est automatisé sur toute la base code de GitHub, où il y a peut-être un mec qui a par erreur pusher le code décompilé d'un driver Oracle, même si c'est complètement interdit, je le rappelle. Ouais. si par malheur c'est arrivé, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est clair. Vraiment, ça peut être très très compliqué. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y arrivera probablement le fait qu'il faudra flaguer son repository comme étant par ça, ou d'une manière ou d'une autre. Ouais, ça on verra. En parlant de Microsoft, petite transition vers un article de Sébastien qui nous parle du Pentagone de Jedi de Microsoft. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Seb ? Ouais. Alors, en gros, l'histoire, c'est en 2019, il y a un gros marché de 10 milliards de dollars qui a été attribué à Microsoft. C'était pour le Pentagone, pour le projet Jedi, Joint Force, je sais pas trop quoi, voilà, Jedi, qui va gérer tout le stockage, toute l'intelligence artificielle du Pentagone. Donc, c'est pas rien. Et apparemment, Trump avait beaucoup poussé pour la candidature de Microsoft, a mis de côté d'entrée Oracle et IBM. Et là, retournement de situation, l'offre a été rétractée et le Pentagone annonce qu'il va rouvrir l'offre et qu'il souhaite avoir une approche multi-cloud. Donc, c'est-à-dire pas seulement Microsoft, mais peut-être aussi Amazon, peut-être IBM, du coup, peut-être Red Hat. Et nous, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup réagir chez Red Hat parce que nous, on pousse vers le multi-cloud. Nous, on rappelle, on n'a pas d'infra, nous, chez Red Hat. Donc, nous, on a tout intérêt à que les gens fassent du multi-cloud. Donc, voilà, ça m'a fait réagir parce que chez nous, on était plutôt contents de cette annonce. Est-ce que c'est un choix technique? Est-ce qu'ils veulent faire du multi-cloud ou est-ce que c'est plutôt un choix politique derrière? Je sais pas trop, mais c'est un bon signal et je pense que c'est quelque chose d'important qu'on essaie de nous démontrer, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Et voilà, si le Pentagone commence à faire ça, ça va peut-être suivre. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça intéressant comme dans l'article, ils disaient pas qu'ils avaient eu un litige en cours, alors j'ai oublié si c'était GCP ou AWS qui avait fait un recours pour AWS. Dire... Ouais, d'accord. En même temps, vu le bisbis politique entre Jeff Bezos et Trump à l'époque et compagnie, oui, c'est compréhensible parce qu'il disait officiellement qu'il ferait jamais appel à ses services pour des trucs publics, machin. Donc, oui. Il y avait comme un biais qui était attaquable en justice, disons. Quand tu dis Jeff Bezos, tu parles bien du monsieur qui envoie des fusées qui ont une forme de pénis dans l'espace. On est d'accord. On était obligés de des fusées qui n'ont pas une forme... Enfin bref.
Bref, Le nouveau docteur d'enfer. c'est clair. Ouais. Et qui tient 10 minutes. Bon. Bien. La première fois, c'est toujours difficile. Autre chose sur ce lien, sur le multi-cloud, parce qu'après, il y a une question de multi-cloud au niveau infra, il y a une question de multi-cloud au niveau logiciel. Est-ce que les deux n'ont pas la même importance et la même priorité Je vous pose la question. Hein. Moi, je suis monsieur front-end chez Clever Cloud, donc j'ai Je pense moins qu'il y a une ces chose qui est problématiques en tête. très compliqué dans l'histoire, pour avoir tâté le sujet de près, c'est la problématique des contrats, des gros contrats cadres publics de X années. Où, de toute manière, à partir du moment où tu as ouvert un contrat de ce type avec une boîte ou X boîte, si tu n'as pas la boîte dedans, tu feras appel qu'aux boîtes qui sont dans ces contrats, si tu veux. Donc, la problématique, c'est pas tant même de savoir si tu as une approche multi-cloud dans le sens où tu veux que tous tes services tournent tout le temps dans les clouds. La question, c'est dans la time frame de ton contrat qui durera peut-être 5 à 10 ans, est-ce que tu veux pouvoir avoir la possibilité de faire appel à plusieurs contractants suivant les sujets que tu as? Parce que ça se fait pas au projet, quoi. C'est pas un projet, tu vas dire je vais en prendre un projet, je vais prendre l'autre. Faire un contrat cadre pour le tout. Et en effet, si tu n'as qu'un seul offrant dedans, qui est que Microsoft, ça veut dire que s'ils ont besoin d'un service qui n'existe pas chez Microsoft, soit Microsoft le fournit, soit ils peuvent juste pas le prendre. Donc je comprends que même pour du côté de celui qui a fait le contrat cadre, du Patingo là en l'occurrence, s'il y a des limitations, et je ne fais pas l'accusation que Microsoft en particulier ait des limitations, mais s'ils veulent ouvrir le champ des possibilités, et quelque part, il faut qu'ils aient un contrat plus ouvert. Et je ne pense pas que leur but, à mon avis, c'est de se dire on peut switcher de cloud à cloud facilement en claquant des doigts, parce que ça, n'en déplaise, c'est pas si simple que ça. Ouais, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et nous, c'est ce qu'on essaye de montrer. Nous, on a des clients qui, on essaye de leur expliquer d'éviter le vendor locked-in, comme on appelle ça. On a un assureur connu français qui a en trois lettres, qui fait un gros usage des lambdas d'Amazon. D'accord. Mais maintenant, ils vont devoir migrer une partie de leur infra sur du Azure. Et ils vont se retrouver un petit peu coincés. Donc voilà, c'est pour ça que on essaye de pousser des technos un peu plus agnostiques, leur expliquer les risques. Il y a aussi parfois des features, genre Google Cloud, ils sont assez bons pour les GPU, je crois bien. Donc là aussi, si une partie de leur workload, un assureur, il avait besoin de faire de l'intelligence artificielle, il a tout intérêt à pouvoir facilement aussi déporter ses workloads sur l'infra qui a ses GPU dont il a besoin. Donc voilà. Ouais. Nous, c'est sur le point de vue technique, c'est ce qu'on essaye de vendre comme idée, comme philosophie. Vous vendez de l'anti-vendor lock-in. Voilà, tout à fait. En parlant de Pentagone, de défense, parlons un peu pas d'espionnage, en tout cas de renseignement plus précisément. On a un article de Geoffroy Coupry du Guardian qui parle des toutes nouvelles révélations qui ont 1 ou 2 jours de NSO Group et de Pegasus, je sais pas comment on dit. Est-ce que tu peux nous en parler, Geoffroy ? Alors, NSO, c'est une boîte israélienne, je crois, dont le business, c'est de vendre de l'outillage pour pirater des téléphones. Et Pegasus, c'est leur suite de spyware pour ça. En fait, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils envoient un SMS spécial à quelqu'un, et en fait, tu ouvres le SMS et pouf, ton téléphone se fait contrôler, et ils peuvent installer des trucs dessus, récupérer tes contacts, tes messages, lire la donnée, etc. Donc ça va dépendre de plein de trucs, de quelle version de téléphone tu utilises, est-ce que c'est un iPhone, un Android, etc. Enfin, parce que c'est pas un exploit, c'est une suite d'exploits bien packagés, un produit pour ça. Et il y a un certain nombre de boîtes comme ça dont c'est le taf, et qui, comme NSO, ont une éthique qui est très 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 discutable. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on parlait aussi de Finfisher, de Hacking Team qui ont fait un peu les news ces dernières années. Et NSO, eux, ce qui s'est passé récemment, en fait, c'est qu'une liste de numéros de téléphone est sortie
c'est pas trop exactement d'où, mais Ouais, on de n'a pas gens encore qui beaucoup auraient d'infos. pu être targetés par les outils de NSO. NSO qui Probablement d'un vend à concurrent. des... Oui, pardon. Probablement d'un concurrent. Peut-être, peut-être pas. Enfin, NSO en fait vend à des organismes d'espionnage et contre-espionnage, antiterrorisme, etc. Mais en fait, très souvent à des pays qui sont pas très regardants sur les droits de l'homme. Et du coup, les gens qui se font viser, c'est souvent des journalistes, des activistes, des politiciens d'autres pays, des ministres, des choses comme ça. Et donc eux, ils étaient arrivés sur le radar en 2016 parce que donc c'était Citizen Lab qui est un, une ONG, je crois, d'activistes sur les droits de l'homme. Ils sont tombés sur un téléphone d'un activiste qui avait reçu comme ça un SMS bizarre et ont pu récupérer le malware et analyser ça et ont commencé à mapper toute leur infrastructure et à suivre les trucs et à publier dessus et ont très très vite pointé du doigt que oui bah c'est NSO derrière et essayer de faire arrêter leurs opérations. Et a priori, ce que j'ai cru comprendre, c'est que NSO était lié de près ou de loin, on ne sait pas encore trop exactement, au meurtre de Khashoggi qui a eu lieu Ouais. il y a quelques temps là. Donc un journaliste qui a été tué sur le sol. Je vais dire des bêtises. J'ai plus les détails. Ouais, on Mais va éviter de ouais, dire des il bêtises. était. Mais ouais, vas-y, Si, tu si, l'as. bon, j'ai le Wikipédia dessus. En fait, c'est en 2018. Il est allé à l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Istanbul. Ouais, Et c'est ça. bah, en fait, il n'en est pas Turquie. ressorti, quoi. Non, mais apparemment Ouais. pas sorti vivant. Ouais. Ouais, c'est chaud. Et donc là, en fait, maintenant, avec cette liste de téléphone, il y a des infos qui sortent sur enfin, il commence à contacter les gens et voir qui avait été vraiment, qui a reçu le spyware. Donc, il propose des outils pour analyser les téléphones et sont vraiment sur une grosse campagne pour essayer d'arrêter les activités de cette boîte. Ouais, moi alors c'est pas dans l'article du Guardian, mais j'ai vu passer Mediapart expliquer que Edoui Plenel et une journaliste ont eu leur téléphone infecté et ils ont envoyé leur téléphone au consortium de journalistes pour les faire analyser et il y a eu confirmation. Alors que dans la liste des numéros qui pop, on a Macron. Alors ils mettent le Premier ministre, mais je sais pas si c'est historiquement Édouard Philippe ou Jean Castex. Mais disons que là, on sait, tant qu'on n'analyse pas leur téléphone, on ne sait pas. Et j'imagine que bah, même s'ils les font analyser, on ne saura pas, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que ça va donner, mais... Ouais, il y a peu de chance. Ah, oui, il y avait... Il y a Adrien j'allais Quatennens. dire. Comment il s'appelle de la France Insoumise, Adrien, le jeune là. Ouais, Adrien Quatennens, ouais. Voilà. Ouais, c'est un député de chez moi en plus, de ma circonscription. Ouais. Et un ancien joueur de Counter-Strike. Non, j'aime bien. Non, parce que parfois il le rappelle, Et lui, ça me fait rire. il était surveillé aussi? Oui, il était surveillé aussi. Ah, ouais. C'est dingue. Bon. De toute manière, la surveillance à ce niveau-là, je pense que c'est non-stop dans toutes les directions. Et il y a des boîtes peu scrupuleuses, mais il y a aussi beaucoup de choses institutionnelles qui en font avec plus ou moins de succès. Ouais. Mais la vraie question, c'est est-ce que NSO est multi-cloud, quoi? Alors, en fait, c'est ce qu'il faut voir, c'est que il y aura toujours de l'espionnage entre différents pays. Voilà. Il y aura toujours des gens pour acheter ça. Il y aura toujours des boîtes qui vont se créer pour acheter ça. Et des fois, ce sera un usage légitime. Mais dans la très très grande majorité des cas, on va vouloir éliminer ces boîtes-là parce que le risque pour les citoyens est tel que tu peux juste pas les laisser traîner. Donc, elles vont continuer à se créer, vont continuer à vendre. Tu vas voir que même ces rapports-là qui sont sortis là, ça va pas empêcher NSO de vendre, même ça va leur faire de la pub, en fait. Ouais. Et il faut juste pas s'arrêter de taper dessus, quoi. Et ils vont utiliser Copilot, c'est Copilot qui va choisir qui surveiller. On n'aura même plus le contrôle là-dessus. Non, mais ouais, mais c'est toujours pareil. Si Copilot propose des backdoors... Il y a forcément des backdoors sur GitHub dans des codes à gauche à droite. Donc,
Non, mais j'allais dire, les Oui, il y a d'autres promesses choses. engagent que celles... C'est quoi la phrase? Que ceux qui qui y écoutent. croient, c'est ça? Et moi, tu me dirais, ces outils-là, ils servent à attraper que des terroristes, des pédophiles, etc. Je te dirais go. Mais on sait bien entendu que le risque est bien trop grand pour que ça touche n'importe quel citoyen, et en particulier des citoyens qui essayent de défendre les libertés individuelles, les droits de l'homme, etc., quoi. Donc c'est vraiment... C'est toujours la même chose, hein. Une fois que l'outil est là, Ouais, tu voilà, trouves des excuses pour l'utiliser, quoi. c'est ça. Ça, c'est clair qu'il faut pas se plaindre si jamais tu tombes sur un nouveau dirigeant un peu autoritaire, que d'un coup les outils restent disponibles. Et pire que ça, en fait, ils ont repéré que il y a des pays qui sont devenus clients de NSO peu après que Netanyahou soit venu faire une visite dans ce pays. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que en plus, il leur faisait de la pub, quoi. Enfin, c'est Ouais. C'est l'industrie locale, voilà. consommer Ouais. local. Après, on va pas commenter ce que vend notre pays à notre propre Non, pays parce qu'après, à on d'autres va pays. partir Ça, sur va- la ouais, vente voilà. d'armement. Ouais. Non, on peut complètement Ah, mais c'est une commenter forme vente d'armement. d'armes, Hein. y compris C'est clairement une d'outils de forme d'armement. surveillance. C'était quoi? C'était il y a 10 ans. Comment ça s'appelait? Ouais, tu vas retrouver. Là, il n'y a que toi qui sais. Blue quelque chose. J'ai pu, mais il y avait toute une histoire parce que tu avais une des boîtes qui était un des fleurons de la sécurité en France. Amesis. Amesis, ouais. Non, si, ouais. Amesis, Boule, tous ces trucs-là, ouais, c'est Ouais. ça. Qui vendaient de la surveillance Qui vendaient de l'outillage et de qui se sont SMS et fait. autres. Ouais. On est fort en Ouais, ils se France, sont hein, fait c'est choper. beau. Ouais. Voilà, et 21 mai 2012, une information judiciaire à l'encontre d'Amesis est ouverte pour complicité d'actes de torture. Voilà, parce qu'effectivement, ce genre d'outil finit toujours par être utilisé. Ouais, et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en fait, finalement, ceux qu'on détecte et ceux qu'on voit, c'est ceux qui sont probablement sur le déclin, parce que les bons, tu les vois pas. C'est ça. Donc, c'est exactement ça, ouais. Parce que c'est le principe. Sans transition, nous allons passer à un article de Pierre-Antoine sur l'open source à manier avec précaution. Un article du Monde, d'un blog du Monde sur l'open source. Ouais, alors c'est pas un article de moi, pour le coup. C'est un lien que j'ai mis sur un lien article de blog. Oui, pardon. Oui, donc je joue sur les mots. Et donc cet article, alors en lui-même, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas énormément à dire sur le contenu, qui reprend pas mal de poncifs. Ce qui est agaçant, c'est de voir un article publié maintenant avec ce genre de poncifs. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes questions dedans sur, on va dire, de vulgarisation sur attention, si vous prenez un projet open source, regardez son cycle de vie. Si vous allez baser un produit important dessus, vérifiez qu'il y a bien des personnes qui le maintiennent. Enfin, ce qui a complètement du sens. Le problème, c'est que les conclusions, la manière dont c'est amené, c'est bon, l'open source, c'est un risque, avec toujours les mêmes images, avec la petite dalle, avec le gars qui est derrière votre infrastructure, qui maintient tout, mais il est dans une cave avec des cheveux longs et machin. Au bout d'un moment, c'est un petit peu pénible. Et la conclusion qui est jamais donnée et qui m'agace aussi profondément, c'est si vous voulez utiliser de l'open source et que vous contribuez, quoi. Mettez des mecs de votre boîte, payez-les pour commiter sur les projets qui sont importants pour votre boîte. Oui, quand je dis des mecs, c'est dans le sens générique, guys, tout ça, ouais, des gens. Des gens. Et pas forcément des gens avec des barbes et des machins. Tu vois. Voilà. Des êtres humains, on va dire. Alors voilà, pour être le plus générique possible, pardonnez-moi. Et voilà, je trouve ça un petit peu agaçant à chaque fois que ce soit pris sur l'angle de la consommation et jamais de la recontribution, ce qui est quand même une grande partie du modèle open source. Ouais. Et un des soucis, c'est qu'en effet, alors je dis pas qu'il y a peu de contributeurs, il y en a, mais c'est beaucoup en mode consommation, en se plaignant que le support est pas bon et en comparant ça à des boîtes que tu payes et sur lesquelles tu n'as aucune visibilité sur les éléments qui critiquent. C'est-à-dire, ils disent, attention, vous vous rendez compte, il y a tel élément, puis quand on regarde la base de code, toutes ces vulnérabilités, tu dis, mais sur un truc qui est closed source, tu l'as pas fait analyser le code, donc tu sais pas, quoi. Donc, à un moment donné, tu peux voir des choses de l'extérieur, tu peux faire éventuellement décompiler, même si tu n'as pas le droit, mais globalement, tu n'as pas le même niveau de visibilité, quoi.
Donc voilà, je trouve ça un petit peu agaçant. C'était mon coup de gueule. Vous, dans vos expériences respectives, vous avez l'impression d'avoir vu une évolution dans le fait que votre employeur vous autorise à contribuer à des outils que vous utilisiez dans votre propre travail? Seb? Toi, tu Alors bosses pour moi, une c'est un boîte peu qui fait de l'open particulier, source, c'est mais... le cœur de Red Hat. Ouais, chez Red Hat. Et encore, en échange, chez Red Hat, il y avait cette histoire que chez IBM, tu n'avais pas le droit de contribuer à des projets qui faisaient pas partie de tes propres projets. Bon, Ouais. ça a été changé, cette politique. Mais non, nous, on contribue au projet qu'on consomme. On le fait depuis le début. Moi, mon petit niveau ou à un niveau plus grand comme Kubernetes, par exemple, on est le deuxième contributeur, des choses comme ça. Donc, non, moi, je suis pas le mieux placé pour dire si je vois une influence. Mais juste pour en revenir sur l'article, ce qui est énervant aussi dans ces articles, c'est que ils détectent les failles. Mais pourquoi ils peuvent détecter ces failles, justement? C'est parce qu'ils ont accès au code source. Quand il y a un certain biais là aussi. Tous les projets closed source, ils peuvent pas savoir s'il y a des failles et tout. Ouais. Donc, il y a ce biais-là aussi qui me fait beaucoup rire à chaque fois. Pour une fois, il mentionne un petit peu les sociétés qui offrent du service autour de l'open source, parce que pour beaucoup de gens, j'en connais encore beaucoup qui pensent que l'open source, c'est que des gens dans leur garage qui font ça dans leur temps libre et tout. Et quand je leur dis non, tous les plus gros projets, c'est des équipes entières salariées de grosses boîtes qui travaillent dessus. Souvent, ils hallucinent. Ils en reviennent pas. Et je fais, ouais, même, il y a plein de projets qui sortent de chez Facebook, ah oui, et tout. Donc, il reste un peu, enfin, il y a encore beaucoup de naïveté, naïveté, ouais, c'est ça, de naïveté autour de, ouais. Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et tu dis ça sur des gens dans la tech, pas que Y compris des gens dans la tech, la tech qui sont très, sur Twitter, qui sont assez militants pour le libre et tout, et qui parfois oublient cet aspect-là, ou qui le savent pas, tout simplement. Donc, non, les gens non dans la tech, eux, après, tu as aussi le concept de libre et d'open source qui sont aussi deux choses assez C'est vrai que de plus en plus, c'est pas les mêmes en fait. Parce que beaucoup de sans vouloir m'attirer les foudres de gens, il y a beaucoup de gens que j'ai connus comme libristes qui étaient orientés sur des projets libres, mais en tant qu'utilisateurs, évangélisme, etc. Puis en fait, les gens qui écrivent du code, c'était pas exactement les mêmes. Et quand tu as écrit du code libre et ou open source pendant longtemps, en fait, tu as une vision de ce que c'est les communautés autour qui est plus exactement les mêmes, parce que la liberté de l'utilisateur versus la liberté du code, tu sens bien la différence en fait. Ouais. Tu sais comment ça se passe dans l'arrière-cuisine et tu sais ce que c'est d'être mainteneur ou mainteneuse, je ne sais pas si c'est un terme qui existe, inventons-le, de projets open source, de gérer des pull requests, des issues en veux-tu, en voilà, de devoir faire tes releases, etc. Les contributions, après, elles se font à plusieurs niveaux, et on l'avait déjà rappelé aussi dans un épisode sur le kernel, la documentation. Il y a plein de choses comme ça. Tester, tout simplement. Être testeur des nouvelles features, c'est énorme, parce que ce qu'apportent souvent les structures d'entreprise, c'est pas le fait d'avoir codé quelque chose, c'est d'avoir derrière plein de tests d'acceptance faits par plein de gens sur plein de plateformes, des choses comme ça. Sur des gros projets open source que beaucoup de gens utilisent, tu as des gens qui contribuent, qui donnent des machines dispo, des choses comme ça. Mais si tu regardes dans les projets type le kernel ou des grosses distros Linux, il y a souvent des boîtes qui fournissent des fermes de serveurs pour tester derrière, qui fournissent du multi-cloud pour le tester, bien propre le truc. Et voilà, quoi, c'est ça qui est important. Même ouvrir des issues, rien que le fait d'ouvrir des issues, je rappelle toujours aux gens, hein, c'est contribuer déjà, à condition que ce soit avec un reproducteur du code reproductible. Voilà, ça c'est déjà contribué. C'est énorme parfois comme contribution, parce qu'il va tester le use case auquel tu n'avais pas pensé. Non, ça c'est... Et puis quand c'est implémenté dans des services, s'ouvrir des incidents, ouvrir des choses comme ça, pour pouvoir
Ouais, mais ce que ça cache, c'est qu'il faut quand même avoir la capacité d'absorber ces issues, pull requests et autres. Oui, Parce que c'est ça. là, enfin, moi, un truc que j'ai vu par rapport au moment où j'étais étudiant, je me mettais à faire de l'open source, et maintenant, c'est que à cette époque-là, il n'y avait pas encore tant de monde que ça. T'avais beaucoup de devs, c'était l'époque SourceForge, c'était l'époque où il y avait tu mettais ton subversion dans ton coin, ZRC, etc. tout ça, ouais. Et en fait, t'as notamment l'arrivée de GitHub, on va pas se leurrer, qui a changé énormément de choses, qui a introduit beaucoup de gens à l'open source. Donc ça fait que d'un coup, effectivement, ça donne l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui peuvent contribuer. Sauf que GitHub, c'est principalement mon petit projet dans mon coin, etc., une démo, un machin, etc., et voilà. Et il y a beaucoup. Tu regardes, sur chaque profil, en fait, tu as des graphes de les issues, pull requests, code, etc., que tu fais. Et en fait, c'est assez biaisé. Et t'as plein de gens qui vont venir proposer des issues ou même des pull requests sur des projets. Mais en fait, si tu as une personne qui maintient le projet et que tu en as tout d'un coup 2000 qui viennent poser des issues, elles ont bon dos les contributions. Tu as un problème qui est qu'on a besoin de mainteneurs, on a besoin de mainteneurs pour les projets. Ouais. Et ça monte pas. C'est-à-dire que tu as de plus en plus de gens dans l'open source, c'est cool, ça arrive, on veut utiliser l'open source, etc. On veut contribuer avec des issues. Et puis en face, tu as une personne qui est là depuis 10 ans, sur son petit code, qui avait fait un petit truc tranquille dans son coin et que tout d'un coup, c'est une brique de base d'énormes outils et les gens c'est-à-dire, tu peux même pas payer cette personne à être full-time dessus parce que cette personne-là full-time ne peut même pas absorber la capacité pour ça. Quoi. Et c'est même utilisé comme outil de marketing par les grosses boîtes pour dire on contribue à l'open source. Je me rappelle cette histoire de VMware qui disait qu'ils étaient dorénavant le premier contributeur, je crois, sur Cube. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont toute une série de bots qui commit et c'était compté comme contribution. Est-ce que Copilot va être compté comme contributeur de code? Ouais. Et je suis d'accord sur cette énorme quantité de contributeurs qui arrivent maintenant. Et maintenant, tu as aussi des outils. Juste pour un projet que je connais assez bien, Quarkus, justement, il y a énormément de contributions. Et en fait, il y a un bot qui a été créé qui rajoute un peu d'intelligence autour de la gestion des tris, des issues qui sont ouvertes, des PR qui sont ouvertes, qui fait un premier tri, qui tag automatiquement, qui détecte s'il y a déjà une issue proche de celle-là. Donc, il y a des outils qui se développent autour de ça aussi pour un peu canaliser, un peu filtrer les contributions. Mais ça ne résout pas le problème du nombre de contributeurs. Ça permet de filtrer le travail qui leur arrive. Ouais. Mais on a de plus en plus de projets, notamment avec l'explosion des plateformes mobiles, une explosion du nombre de projets supplémentaires à gérer et pas forcément à la mesure de personnes pour les gérer dans le temps, je veux dire. Pas forcément ponctuellement. Ça devient très épisodique. Là où j'ai vu par contre de plus en plus qui aident à la maintenance, c'est des gens qui sont pas mainteneurs du projet, mais utilisateurs et gros utilisateurs, et en fait qui voient une issue et qui commencent à discuter dans l'issue, et en fait commencer le travail de tri, d'exploration, de trouver une manière de reproduire le bug. Enfin, le travail que tu aurais à faire en tant que mainteneur pour essayer de comprendre où est le problème, en fait, si tu as une communauté qui se crée, et ça c'est que la partie compliquée, si tu as une communauté qui se crée, même sans beaucoup de mainteneurs corps, parce que la plupart des projets de logiciels, t'as 5 personnes, quoi. C'est le maximum. Ouais. Et même avec très peu de personnes à l'intérieur, en fait, si t'as des gens autour qui aident justement à, je dirais pas filtrer, mais au moins élaguer un peu le problème, c'est une aide incroyable, en fait. Ouais, c'est un vrai travail tout aussi important, on le dit pas assez souvent. Et puis, et tu parlais de la doc, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Écrire la doc, écrire des tests. Moi, c'est ce et si je puis me permettre, une fois que les systèmes tournent, analyser les incidents, ce qui nous amène sans transition, n'est-ce pas, monsieur ? Une super transition par Zepag. Passons au sujet suivant, un lien proposé par Geoffroy Coupry, un lien de q.acm.org qui nous parle d'investigation d'incidents dans l'IT.
Alors, oui, c'est un article écrit par Poul-Eninkamp, qui est un dev de FreeBSD, créateur de Varnish, quelqu'un qui a pas mal d'influence, on va dire, dans ces choses-là. Il y a un sujet qui l'embêtait depuis quelque temps. C'était que on a des organisations, par exemple aux États-Unis, le NTSB, National Transportation Safety Board, un truc comme ça, dont le taf, c'est quand il y a eu un incident. Un Quand crash il y a ou eu un un truc comme ça. problème, un crash, un accident, c'est d'aller voir, d'aller essayer de comprendre ce qui s'est passé et faire en sorte que ça n'arrive plus. En gros, c'est pas leur boulot n'est Post-mortem, pas n'est pas de faire du judiciaire, n'est pas d'aller dire à qui c'est la faute, qui doit payer quoi. C'est pourquoi on a eu un problème, comment est-ce qu'on peut s'assurer que on va résoudre le problème soit de manière technique, soit de manière organisationnelle. Souvent, il y a des histoires aussi de entraîner les pilotes, etc. Mais en gros, c'est vraiment étudier les problèmes. Et en fait, on n'a pas ça en informatique. Et il cite quelques problèmes. Donc, il y a eu cette histoire de la poste anglaise qui avait un logiciel foireux dans un coin, qui donnait l'impression que 700 employés avaient fraudé, donc ça devait être sur des timbres-poste, sur une connerie comme ça. Et il y en a qui sont allés en prison plusieurs années à cause de ça. Et en fait, après quelques temps, on s'est rendu compte que oui, c'est non, c'est le logiciel qui disait de la merde. Ouais. Et il y a des cas comme ça, il y en a plein en fait, où il y a des risques énormes pour des gens, des risques sanitaires aussi, mais aussi juste des trucs qui coûtent un gros tas de fric. Et personne vient dire, alors en fait, pourquoi on a eu un problème là. Et typiquement, la plupart des boîtes sont toujours un peu opposées à ce qu'on vienne mettre le nez dans leur tambouille, comprendre pourquoi, oui, mais là, ça a coûté 100 millions de plus, mais tu comprends, c'était compliqué, quoi. Et un petit peu de transparence, ce serait pas mal, ouais. Sans vouloir lancer de polémique, ça Moi, j'ai- permettrait j'ai- notamment de, quand quelqu'un dit que les logiciels Encode, ma classe à la maison et compagnie sont hackés par des gens, d'être certain que c'est vrai, que c'est faux, et limite, même sans savoir si c'est vrai ou faux pour faire chier un ministre qui aurait menti ou qui serait trompé, rien que d'informer les citoyens sur ce qui s'est passé, avec un peu de pédagogie, ça aurait du sens. C'est clair. La culture de la transparence d'une manière globale, c'est un vrai problème. Je pense que dans l'IT, c'est pire pour une raison simple. Enfin, je parle de l'IT en général, je ne parle pas de l'IT, les techniciens uniquement. Je pense qu'en interne, des gens techniques seraient intéressés de savoir pourquoi les choses ne fonctionnent pas et de voir comment les faire remarcher. Pour la plupart, il y a toujours des exceptions. Ouais. Après, il y a tout ce que ça implique de politique, parce que l'IT maintenant est au cœur de tous les processus métiers. Sauf que personne sera prêt à dire que le projet impeccable de remise en place du processus financier de la boîte est foiré dans tous les coins parce qu'il a coûté tant et que bidule et que machin et que personne n'a signalé avant. Et prendre cette responsabilité de dire voilà, on va vraiment creuser pour trouver où sont les problèmes sans que ça ait l'impression d'être du finger pointing ou du blame game, du pointage de doigts ou du donnage de blâme, ou du jeu de blâme. Du coup, c'est pas facile et c'est vraiment un truc culturel, quoi. Ouais. C'est-à-dire que dans l'industrie où je reprends toujours cette image à nouveau, mais pardon, pas toujours, je reprends à nouveau cette image de l'industrie où en gros, avant d'avoir fait ta chaîne de production, tu as fait tous ces checks en général en avant parce que tu sais que ça va te coûter une blinde si tu le fais pas en avant. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de problème. Et, ça a amené tout le mouvement de lean et tout ça, mais d'amélioration ensuite de la chaîne. Mais la vraie question, c'est ça va très vite, ça évolue tout le temps. On n'a pas le temps de prendre ce recul. Et ce recul n'est même pas pris en compte dans les budgets prévus. C'est-à-dire qu'il y a très peu de boîtes qui font de l'IT qui prévoient un slack time de une demi-journée à une journée par semaine pour que les équipes aient le temps de faire un recul, faire un root cause analysis. Même en cas de très gros incidents, quand il y a un post-mortem qui est fait, c'est pour savoir de qui c'était la faute et à qui envoyer les pénalités. C'est rarement pour essayer de trouver une bonne solution. En amélioration continue. Encore une fois, j'exclus. Je sais que ça existe, heureusement, mais en général, là où ça se passe bien, là où ça s'améliore et où on évite de faire des incidents, c'est quand c'est fait dans une optique d'amélioration continue, en effet, du processus et pas de blame game, quoi. Ouais. De jeu de blâme. Le jeu de la blâme. Ça. C'est s'assurer que ça n'arrivera plus. Et c'est pour ça qu'on essaie aussi de faire des rapports d'incidents, des post-mortem qui sont
très impersonnel, parce que le but, c'est pas de dire « Ah, machin, il a appuyé sur le bouton au mauvais endroit », je veux dire « Bah, oui, ça arrive ». Tout est une erreur humaine à un moment. C'est toujours un humain qui a fait une connerie quelque part. On le sait. C'est pas grave. Enfin, il y a des incidents qui ont des conséquences graves, mais on peut pas juste tout faire reposer sur une personne qui devait faire les choses parfaitement à tout moment. Non, faut positiver. Voilà. Maintenant, il y a Copilot aussi. C'est voilà. Copilot. Et souvent, on a un problème qui est en fait une conjonction de plein d'autres problèmes qui peuvent être techniques, organisationnels, etc. Mais enfin, tu peux pas partir dans ces choses-là en disant je veux chercher le coupable. Et c'est justement pas le but de ce genre d'organisation. C'est même ce que disait Planning Camp dans l'article, c'est que le NTSB apparemment n'ont même pas le droit d'aller témoigner dans un procès. Une commission procès. C'est pas leur job. Par contre, eux, s'ils viennent face à ta boîte et ils te disent j'ai besoin de telle info. C'est-à-dire s'ils viennent voir par exemple Boeing et disent donc tel avion s'est crashé, il y a tel composant, on veut tous les schémas, tous les fournisseurs, comment c'est assemblé, etc. Vous me dites tout, et ben Boeing sort tous les documents et leur donne. Il n'y avait juste pas le choix. Parce qu'il y a d'énormes conséquences légales derrière. Je trouve l'approche intéressante du fait qu'il n'ait pas le droit de témoigner, parce que quelque part, ça enlève cette inquiétude que tu peux avoir que... Oui, de jeu de blâme ou d'attaque juridique, c'est-à-dire de dire que tu as quelqu'un qui va t'attaquer en justice sur base de ce que tu as divulgué. Du coup, tu hésites sans doute moins à divulguer. Quoi. Ouais. Parce que voilà, souvent, tu caches par peur d'être attaqué. Quoi. C'est ça aussi. Hein. En France, on a l'ANSSI. Alors, cela, c'est plus les incidents en sécurité. La ville. Et l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Merci. Désolé. Vas-y, Geoffroy, vas-y. Restons sérieux. Et du coup, ces gens-là, en fait, quand tu as un incident et que tu as une grosse boîte, tout ça, tu les appelles, ils viennent, ils t'aident à gérer l'incident, ils t'aident à trouver d'où ça vient. Il y avait eu notamment, c'était en 2017 ou 2018, au STIC, une conf de sécu qui a lieu à Rennes. Des gens de l'ANSSI qui sont venus expliquer comment ils avaient géré l'incident chez France 5. Parce qu'ils s'étaient fait trouer. Des mots de passe. C'est plein de choses. Il y avait eu plein de choses, mais globalement, toute leur infra était par terre, quoi. Et du coup, ils expliquaient comment ils sont allés aider ça. Et c'est intéressant parce que généralement, c'est pas public ce genre de rapport. Et du coup, il y a des gens dont le taf, c'est d'aller aider, quoi. Parce que des fois, t'as un incident. On n'est pas juste là pour te mettre le nez dans la merde. On est là pour faire en sorte que ça va aller mieux, quoi. Et puis, franchement, l'analyse de cause-racine, cause-analysis et ce genre de choses, c'est quelque chose qu'au début, quand tu n'as jamais fait l'exercice, c'est très compliqué. Ça demande une manière de réfléchir, une manière d'aborder les problèmes très différentes et des personnes souvent avec des compétences différentes. Et surtout de faire travailler ensemble des gens qui sont souvent dans des silos séparés, en tout cas dans les grandes organisations, et qui ne se parlent pas sous couvert de discrétion locale. Donc ça demande une maturité d'organisation qui est compliquée à avoir. Hein. Et c'est pour ça que j'allais dire, il faut déjà un shift culturel dans la boîte. Ouais. C'est pour ça que c'est souvent important d'avoir des consultants pour ça, en fait. Bon, c'est le métier d'aller faire le lien, d'aller graisser un peu les rouages pour que les gens se parlent. Ne serait-ce que pour la transition. Et je sais pas s'il y en a en France, mais il y a les fail conf aussi. Je sais pas si on avait entendu parler, ou c'est des confs où tu viens parler de tes échecs, des trucs qui ont merdé, et c'est que ça. Et je crois pas que ça existe en France, parce que ça aurait du mal à... Enfin, encore... non ? Il faudrait les appeler des success opportunity. Success opportunity conf. Je crois que j'ai vu un truc comme ça en France, mais c'était plus des trucs de start-upers, donc voilà pourquoi j'ai foiré ma boîte, et pas pourquoi ce système qui était hyper critique pour plein d'autres clients a planté, et comment on fait pour que ça n'arrive pas. On pourrait faire un... Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas fonctionné conf, c'est un truc comme ça. Et juste moi, faut pas qu'on oublie qu'on est dans l'IT, et c'est une immense chance qu'on peut aussi prévoir
essayer les trucs, se mettre soi-même des murs à un moment donné. C'est juste pour parler un peu de chaos engineering. On a la chance de pouvoir faire ça sans trop de risques. Un avion, tu peux pas trop tester en plein vol, de couper tous les moteurs, voir un peu comment ça réagit. Tu vas pas prendre ce risque-là. Dans ils l'IT, le font. tu peux le faire. Ils le font? Ah, ok. Ah, ils en font des tests comme ça. Avec des passagers. Par exemple, un truc classique chez les pilotes, c'est on te coupe un des moteurs, genre t'as une aile, il n'y a plus de moteur. Il te reste l'autre moteur et maintenant tu vas atterrir. Et mais tu dois ils savoir font faire ça quand tu apprends à piloter dans un simulateur. Tu dois le faire en simulateur, je crois bien que tu dois le faire en réel aussi. Ok, avec des passagers. Moi, j'ai déjà vu le documentaire, mais les gens après sur l'île, ils ont des flashbacks bizarres. Ouais, et la fin est décevante. C'est une question de point de vue. Ouais, moi, je pensais en prod, vraiment, connaître Netflix. Je crois qu'ils le font encore. Hein. Ils coupent une région. Ils font vraiment ils coupent une région entière une fois par semaine, je crois, un truc comme ça. Ah, mais c'est ça. C'est aujourd'hui, on teste le PRA. T'es pas au courant. C'est le but. C'est ça. Et c'était pas Netflix où il y a quelqu'un qui avait envoyé un email de test à des millions de gens? Ou c'était une grosse boîte dans ce genre-là? Non, c'est... Ça vous parle? Il y en a eu 2-3 récemment, ouais. C'était NSO. Et j'avais bien aimé... C'était HBO Max. C'était HBO peut-être, ouais. J'avais bien aimé parce que sur Twitter, il y avait eu plein de « Ah, mais c'est un scandale, c'est la faute du stagiaire et tout ». Mais il y avait eu aussi beaucoup de choses très bienveillantes en mode et pragmatiques, en mode « En fait, c'est juste pas normal qu'un stagiaire ait le pouvoir technique de faire ça et donc c'est la faute aussi d'un décideur et d'un climat global d'organisation quoi, de la société. Syndrome Kerviel appliqué à l'IT, quoi. Et, voilà, et la première chose à faire, c'est de lui faire un câlin à ce stagiaire et de lui dire alors déjà, on a tous fait des boulettes et t'en referas et il faut questionner le comment c'est arrivé et pas juste le pointer du doigt. Ouais, et puis pour le rassurer, il faut se dire qu'en commençant comme ça, à moins qu'il soit vraiment malchanceux, il y a des chances qu'après ce soit une pente descendante tranquillou, quoi. Voilà. Moi, j'avais envoyé 49 courriers qui contenait le mot de passe d'un utilisateur. J'avais fait une couille dans mon code, hein, c'était junior, et c'était pour une société d'assurance aussi, pour l'accès en ligne. Le type, il avait reçu 49 lettres en 2 jours. Papier, ouais, d'accord. Papier. Oui, c'était un papier, c'est qu'on l'a envoyé par papier. Mais voilà. Après, je l'ai contacté par téléphone. C'est bon, vous avez eu mon mail là? C'est le mec qui a un t-shirt, je veux du physique, quoi. Bon, on va faire une petite transition. Juste avant, je mets un lien parce que j'y pense d'une conférence de Agnès Asser qui a lieu à Paris Web, qui parle justement des boulettes qu'on peut faire dans le cadre de notre travail. Et elle a un discours là-dessus qui est vraiment intéressant sur ce sujet-là, voilà. Et donc je le mets dans les show notes. C'est une super conférence d'Agnès. Je sais pas si c'est le nom de la conf ou le nom de l'article, mais Tempête de boulettes géantes, j'adore le nom. Petit jeu de mots, excellent. Oui, en parlant d'investigation, il y a un outil, Sébastien, qui est super puissant, qui est fait par AWS, qui s'appelle Infinidash. Est-ce qu'il permet de faire ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors, Infinidash, moi, je suis arrivé un peu après le buzz, ou pendant le buzz, et je voyais ce hashtag passer. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, donc, j'ai relu un peu ce qui s'était passé. Apparemment, il y a quelqu'un qui a commencé par tweeter qui disait, je suis sûr que si on tweet le nom d'une techno qui n'existe pas, une techno de AWS, il faut attendre tant de jours avant qu'il y ait des annonces d'emploi qui apparaissent où cette technologie est mentionnée. Et en fait, ce tweet, il a pris une ampleur telle que tout le monde a joué le jeu. Même AWS a fait une annonce pour dire ça y est, on lance Infinidash. Il y en a qui ont lancé des forks open source avec des vraies pages et tout. Il y a des annonces qui ont été créées. Il y a eu un emballement autour de ça, autour de rien, autour d'une connerie à la base. Et un canular, quoi. Et si un canular, un vapeuriciel. Voilà, et moi je me suis fait avoir. Moi je croyais que c'était vraiment un truc, parce que quand c'est arrivé un peu après
le phénomène feu de paille là que tu vois. Et j'avais aucune. Mais ce qui m'a surpris, c'est que tout le monde a joué le jeu, y compris AWS. Ce côté ironique, sarcastique d'une boîte US, c'est pas courant, on va dire. Hein. C'est des notions qu'ils ont un peu plus de mal à appréhender, mais que là, ils ont joué le jeu aussi. Ça m'a fait beaucoup rire. Et que beaucoup de gens, on a eu un mail interne, un thread interne chez Red Hat où moi j'annonçais la création d'un workshop Infinity Dash, où les gens ont répondu très sérieusement, ils disaient ah bon et tout, et voilà, bref, moi ça m'a fait beaucoup rire. Ce qui est pas cool, c'est de faire ça en dehors du 1er avril, quoi. Et tu voulais revenir un peu du coup, Seb, sur le marketing driven development et en fait de ce que Scanular dit de la bulle réseaux sociaux et compagnie dans l'IT peut-être. Oui, dans l'article que j'ai linké, ça part de le marketing autour des offres d'emploi, par exemple, où il y avait une offre d'IBM qui demandait 12 ans d'expérience dans Kubernetes. 12 ans d'expérience. Et donc, ça parti à la DeLorean. Ça a 6 ans à peu près, 6-7 ans. Oui, c'est 2014, ça 7 ans. Ouais, c'est 7 ans. Ouais. 2014, ouais. Okay. Ouais, voilà. Donc, pour avoir une vraie expérience de prod, faut être, c'est même un peu moins, quoi. Ouais. Donc non, le marketing, le business autour des certifications qu'il y a autour et tout. Ouais, j'ai pas vraiment de vraie opinion, mais je sais pas. Ce truc-là m'a fait beaucoup rire en tout cas. C'est très fréquent. Je pense que Hubert dira probablement pour tout ce qui est framework web, les délais d'expérience, ça doit être assez drôle parce que le cycle de vie étant très rapide, que tu as des mecs qui te demandent 8 ans d'expérience Angular, ouais, mais ce sera pas le même. J'en ai fait il y a 8 ans, mais c'est pas la même chose. Ouais, après ça s'est un peu stabilisé autour d'Angular React et Vue là depuis, mais je pense qu'on est reparti pour une machine. Enfin bon, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais oui, moi j'ai déjà vu des annonces qui parlent qui mettent des mots-clés dans tous les sens, mais c'est... Et en même temps, parfois je préfère ça que un recruteur qui t'envoie un mail, il faut qu'on discute, il te met un lien vers son agenda où en 3 clics tu peux discuter 20 minutes avec lui, t'as envie de dire, mais enfin, moi je veux bien discuter 20 minutes avec toi, mais il y en a d'autres qui demandent et tu me donnes rien, quoi. Je sais pas pour qui, je sais pas quel genre de carrière tu gères. Donc là, bon, il y a des mots-clés, il y en a peut-être trop, mais au moins il y en a. Enfin bon, c'est compliqué. Mais ça nourrit aussi pas que les offres d'emploi, ça nourrit aussi un sujet qui a été abordé par Henri Gomez, par Quentin Adam, tout ce qui est hype-driven development, et ça nourrit aussi les choix techniques. Ouais. Mais là, on est sur le sujet très global des podcasts, des conférences, des articles qui font que certains outils sont à la mode sans forcément être le meilleur outil pour le contexte de tel utilisateur ou tel... Enfin, voilà, ça va beaucoup... C'est un vaste sujet. Ouais, il y avait un article là-dessus sur lequel j'étais pas forcément d'accord, écrit par un tweetos français qui disait que les conférences influençaient le choix technique des boîtes. Ouais. J'étais pas forcément d'accord là-dessus parce que il oublie un peu tout ce qui se passe en amont. Si on va dans une conf pour parler de certaines choses techniques, surtout les advocates comme nous, c'est parce que la boîte a fait déjà le choix de ça. C'est pas parce que on commence à en parler en conf que on va peut-être influencer certaines autres boîtes, mais je trouve que c'était un peu disons exagéré de dire que ça partait des confs, quoi. S'il reste au terme d'influence, je pense pas qu'on puisse nier qu'il y a une influence, que ça impacte directement. Mais par définition, si ça influe sur des personnes qui viennent aux conférences et qu'elles ont un petit peu de participation dans la décision ou dans le fait de passer l'information aux autres, parce que souvent c'est des gens qui sont intéressés par ça et qui sont envoyés à la conférence par certaines boîtes et après ils font le retour d'expérience aux autres. Ouais. Il y a quand même un impact. Le fait qu'ils parlent d'une techno et pas d'une autre, t'as une influence. Maintenant, de se dire que, comme on parlait tout à l'heure de gros contrats, des trucs comme ça, que tu auras le choix de la techno que tu voudras.
Bon, ça arrive dans certaines structures, mais pas dans la majorité, quoi. Bah, c'est un des facteurs. Toi, Seb, Voilà, si tu c'est ça. fais bien T'as ton une boulot, tu vas bien présenter certains outils, certaines pratiques, et tu vas donner peut-être plus envie que quelqu'un d'autre qui a moins préparé sa présentation ou qui a. Mais ça va autant jouer que est-ce que l'outil sert vraiment à mon contexte, hein, c'est pas. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même un des facteurs. Après, je crois savoir de quel article tu parles, mais ouais, il parlait pas que de ça, donc c'est un peu. Après, tu peux pas t'en plaindre. Personne ne force les gens à aller voir telle ou telle conférence dans une conférence même. Oui, tu peux aller voir des gens qui font juste des retours d'expérience aussi, qui peuvent être positifs, négatifs. Tu peux aller voir plein de choses. Donc, c'est le problème de la popularité de certaines choses. Tu te demandes pourquoi il y a plein de gens qui regardaient le Big Deal à l'époque. Bon, bah, comme ça. Bon, je vais pas dire qu'il y avait énormément de choix, mais je pense qu'il y avait d'autres choses. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Un truc un peu. Tu dis, à l'époque, je me posais beaucoup la question, mais pourquoi ça fait une telle audience? Sans doute pas le seul. Hein. Mais c'est parce que ça fait 3 semaines qu'ils choisissent la sœur, alors qu'on voulait qu'ils choisissent le frère. Ou je sais pas. Ah merde, tu regardais. Désolé. Non, mais surtout sur les choix musicaux des gens, hein, pareil. Ouais, mais... Non, mais ça, ouais, tout de suite. Non, voilà, enfin, oui, il y a quelque chose de très social, de très personnel. Puis après, il y a le fait que souvent, enfin, on n'est peut-être pas dans les mêmes types de conférences aussi. Il faut voir de quelles conférences parlent les gens. Il y a des conférences qui sont qui entérinent des produits existants ou qui sont des conférences d'éditeurs où il n'y a que des produits d'un éditeur particulier. Ah oui, tout à fait. Et il y a des conférences qui sont plus, je pense, celle type Devox ou choses comme ça, où on va, où tu as un peu de tout et tu fais ton marché, mais surtout tu y vas pour parler avec des gens, savoir comment ça va. Et on est tous des animaux sociaux et on écoute ce que disent les autres et on se fait forcément influencer d'une manière ou d'une autre. Hein. Forcément. Et on influence nous-mêmes les autres. C'est inévitable. Il faut aussi considérer, c'est que, ok, il y a la hype qui fait qu'on va aller sur tel truc, ça a l'air super intéressant, on regarde, mais il y a cette espèce d'énorme remorque remplie de vieux codes, vieilles pratiques, etc., de boîtes qui bougent pas, parce que ça marche. Et ces boîtes-là, si tu veux les faire bouger, les faire avancer, rien que d'une année dans le futur, et faut marteler, faut aller battre la campagne, faut y aller encore et encore et encore et encore. Il faut des centaines, des milliers de gens qui causent constamment pendant 2-3 ans d'un sujet pour dire non mais en fait ce serait peut-être bien qu'on commence à faire des tests unitaires. C'est clair. Alors il y a des choses, il a fallu y aller, mais faut forcer le truc pour que d'un coup les pratiques évoluent. Donc oui, c'est bien la hype pour ça sert à faire bouger les choses. Ouais. Même si tout ne sera pas utile à la fin, mais c'est pas grave, on se marre bien pendant ce temps-là, quoi. J'aime bien, c'est positif. Sans aucune transition nous allons parler un peu de Base 45, qui est en fait un prétexte pour parler un peu du pass sanitaire qui est élargi à partir d'aujourd'hui, 21 juillet, en France, aux lieux de culture et de loisirs qui accueillent plus de 50 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Mais dire son nom contractuel, je vous laisserai aller sur Légifrance. Mais donc, je suis tombé sur des discussions sur qu'est-ce qu'il y a dans ce pass sanitaire. Et je suis tombé sur un encodage qui s'appelle Base 45. Alors notez que c'est un lien que j'ai ramené, mais en fait je vais faire travailler mon collègue Geoffroy Coupris, qui est bien plus intelligent et sachant sur ces sujets. Mais du coup, il y a le lien que je partage, c'est un brouillon IETF. Donc IETF, c'est ceux qui font les RFC de HTTP, UDP, enfin tout ce qu'il y a autour d'Internet. Et en fait, je fais, mais attends, base 45, je connaissais base 64, j'avais entendu parler vite fait de base 32, base 16, mais celui-là, je connaissais pas. Donc, du peu que j'ai compris, c'est très récent et ça a été créé cette année. Et entre autres, pour ce qu'on appelle spécifiquement le DCC, le Digital COVID Certificate, qui est le pass sanitaire au format européen, on va dire. Et donc la RFC est très, enfin la RFC, c'est un brouillon. Tu sais dire un peu mieux, Geoffroy, c'est pas encore une RFC pour l'instant, c'est un brouillon. Je sais pas trop comment ça marche. Ouais, c'est du work in progress, quoi. C'est Active Draft. Déjà, c'est choquant. C'est choquant, c'est pas un multiple de 8 déjà. Donc, oui, alors moi déjà, ça, j'ai fait 1. Bon, il y a de très bonnes raisons.
Oui, j'imagine. Et Que tu vas nous expliquer? Bah voilà, en fait, c'est très court. Très spécifiquement, parce que moi, c'est ça qui m'intriguait, ça va de 0 à 9, puis ça va de A à Z en majuscule, puis il y a, attention, c'est très précis et c'est radiophonique, espace, dollar, pourcent, astérisque, plus, moins, point, slash et 2 points. Donc il y a bien 45 Attends, tu caractères. peux répéter? Je n'ai pas tout noté. tu rembobineras le podcast. Et le numéro non, mais donc complémentaire. la spec explique un peu comment ça marche. Et elle explique surtout que c'est dédié au binaire. Et là, ça m'a intrigué parce que je me dis, mais attends, dans mon pass sanitaire, il y a des infos textuelles sur mon nom, prénom, date de naissance. Et donc, on en discutait un peu avec Geoffroy, on a gratté. Et dans les liens, on vous mettra d'autres articles qui expliquent un peu, et notamment un gist de Wassim Chegam qui s'est amusé à décoder un pass sanitaire en JS. Alors, depuis que j'ai copié-collé le lien, il a bougé le lien. Il l'a passé dans un repo au lieu d'un gist. Ok, voilà. Et donc, en fait, c'est assez marrant. Je vais peut-être te passer la main, Geoffroy, mais il y a du Cbor, il y a du COS, il y a du Zlib et il y a du Base45. Est-ce que je te piège si je te passe la main pour nous en dire plus? Ça ira, mais je t'avouerais que Base 45, jusqu'à hier soir, j'en avais pas entendu parler. Mais je suis pas hyper à jour sur les drafts, hein, honnêtement. Non, ouais. Surtout un draft qui est sorti le 1er juillet 2021. Enfin, voilà, j'ai une stack de trucs à lire. Mais bon, donc, alors, on va revenir déjà. Ce qu'il y a dans le pass mystère, c'est en fait une série d'infos qui indiquent est-ce que tu as été vacciné, des infos personnelles, genre nom, prénom, date de naissance. Donc là, les gens râlent assez rapidement sur la diffusion d'infos privées. Rien n'est chiffré, tout est lisible dedans. On en avait discuté précédemment et moi j'aurais été plutôt pour le fait qu'il y ait un serveur centralisé que tu peux interroger pour avoir les infos, pour juste savoir par exemple si t'es vacciné ou non sans plus d'infos. Parce que pour moi ça aurait été un bon deal, mais en fait ce qu'il apparaît c'est que le pass sanitaire, fallait qu'il puisse s'échanger d'un pays à un autre, fallait que tu puisses aller dans un autre pays le présenter et que ce soit utilisable. Donc le coût du serveur central, ça allait juste, voilà, ça allait juste pas faire le taf, alors que un format standard assez simple à reproduire avec juste une clé publique qui signe et tu sais que tel pays, sa clé publique, c'est ça. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique pour tout le monde en fait. Surtout pour s'intégrer dans des systèmes douaniers, j'imagine, ou des choses comme ça. Voilà. Et il fallait du coup pouvoir transporter ça d'une manière simple pour que par exemple tu rentres dans un bar ou un resto et on peut vérifier ton code. Et c'était d'où l'idée, on va stocker ça dans un QR code. Ce serait bien qu'un jour ce soit utilisable ces trucs. Donc le problème du QR code, c'est que c'est fait à la base pour transporter des informations texte et pas une grande quantité. Donc c'est pour ça par exemple que le base 45 utilise l'alphabet texte qui est employable dans un QR code, c'est-à-dire des chiffres, des lettres en uppercase et puis globalement de quoi écrire une URL. Ça peut être un petit peu plus d'infos, mais l'alphabet possible est très limité, c'est limité à 45 caractères. Il y a 2-3 autres choses de plus qu'on peut stocker, mais si on voulait stocker une grosse quantité d'infos, finalement prendre un format binaire plutôt qu'un truc genre JSON ou autre, c'était plutôt une bonne idée. Et donc il y a le format CBOR, Compact Binary Object Representation, je crois, qui est un truc qui est pas mal poussé par l'IETF. Donc l'IETF qui est cette organisation qui liste les RFC, enfin qui est quasiment un organisme de standardisation, mais qui est pas aussi officiel que l'ISO par exemple. Ouais. C'est vraiment plus un amas de boîtes et autres qui s'assemblent pour réfléchir à comment est-ce qu'on trouve des formats communs, quoi. Et c'est là aussi qu'on a TLS, que HTTP est spécifié, etc. Donc c'est un processus qui est très très collaboratif. Très noyauté par certaines boîtes quand même, faut le dire, mais bon, ça ce sera un autre sujet. Et du coup, donc il y avait CBOR qui poussait beaucoup, donc c'est le format binaire poussé par l'IETF. Et il y a COSE, qui est le pendant de JOSE pour les JSON Web Tokens. Voilà. Donc JSON, si on veut signer, chiffrer du JSON, il y avait JSON Web Token et il y a JOSE qui permet de faire une petite couche un peu en plus, on va dire.
Et ben causer, c'est la même chose pour CBOR, c'est tu prends ta donnée qui a été encodée en CBOR et tu rajoutes une couche de signature au chiffrement. Et donc CBOR, c'est une espèce de JSON binaire en gros. Et donc l'idée du pass sanitaire, c'est qu'on prend tes données, tes infos de est-ce que tu as été vacciné, etc. On signe ça, on encode en CBOR. Voilà. Donc ça, c'est la base. Ensuite, comme ça prend encore un peu de place et que quand même majoritairement ça va contenir du texte, par exemple ton nom, ton prénom, des choses comme ça, bah en fait ça va pouvoir quand même se compresser assez facilement. Donc là il y a une phase de zlib pour compresser le truc, ce qui nous donne après de la donnée binaire qu'on peut pas stocker directement dans le QR code. Et du coup c'est là que le QR code, bah en fait ta donnée binaire on l'encode en base 45 pour que ça rentre dans le format texte du QR code. Et du coup tu as un QR code qui est genre énormissime, mais pas trop. Donc, tu t'en tires pas trop mal à la fin. C'est un QR code qui est assez utilisable, mais qui contient vraiment plein d'infos qui sont stockées en binaire. Donc, c'est juste une série de formats. C'est pas chiffré, c'est juste signé. C'est assez rapidement exploitable. C'est-à-dire qu'en une dizaine de lignes ou vingtaine de lignes de Python, t'as décodé le truc. C'est un format que tout le monde peut comprendre au final. Et est-ce que tu saurais expliquer en quoi utiliser base 64, base 32 ou autre chose à la place de base 45, ça aurait rendu le QR code beaucoup trop gros, beaucoup trop... Bah, c'est pas les mêmes alphabets en fait. Ouais. Base 64 a des caractères, par exemple, en lowercase, donc, Ouais. voilà, mais en minuscule, alors que le QR code n'autorise pas des caractères comme ça. Ah. Et donc en fait, c'est ça, c'est adapté spécifiquement à l'alphabet utilisable en QR code. Ok. Je me demandais si ça avait un lien avec aider à la compression aussi, mais elle est réalisée après l'encodage. L'encodage base 45 est réalisé après la compression, c'est ça? Oui. En fait, typiquement, ce genre d'encodage, par exemple base 64 et autres, ça ne réduit pas la taille, ça augmente la taille de la donnée. Ça sert à prendre de la donnée qui est au format binaire et te la mettre au format texte. Ouais. Effectivement, bah, quand tu es en format binaire, tu as un octet, ça va de 0 à 255. Et si tu fais en base 64, bah, du coup, le nombre d'octets utilisables, alors bah, ça fait 64, 64 caractères utilisables. Donc en fait, ça réduit énormément le truc, quoi. Ouais. Donc ils essaient de compresser de différentes manières, mais tu peux pas faire rentrer tes 255 valeurs possibles en 64 facilement. En tout cas, dans les liens, on vous mettra en particulier le repo de Wassim. Même si vous ne faites pas de JavaScript, ça se comprend super bien. Et donc, pour partir d'une donnée qui vient du QR code, donc d'abord, il vous faut une librairie qui décode l'image QR code, quoi. Mais une fois que vous avez les caractères, il y a un petit préfixe HC1, je ne sais plus ce que ça veut dire. Après, il y a le décode base 45. Après, il y a le inflate, donc la décompression. Et après, en fait, quand il fait appel à sa librairie de cause, il appelle une fonction qui s'appelle verify, mais j'ai quand même l'impression que c'est comme ça qu'il extrait les données. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit chiffrement, mais avec... Enfin, là, ça dépasse un peu mon entendement, donc on va pas dire de bêtises. Et une fois qu'il a utilisé cause pour extraire la donnée, là, il donne un coup de décode CBOR. Et ensuite, il a les infos. C'est peut-être juste une désobfuscation. Ouais, peut-être, je pense. En tout cas, son code fait appel au certificat français qui est utilisé par nos passes sanitaires en France, mais les applis du type tous anti-Covid Verif ou ce qu'utilisent les autres ailleurs en Europe font appel de temps en temps aux serveurs de certif, mais sont bien capables de décoder de certifier, on va dire, un pass sanitaire même sans connexion Internet. Ce qui, j'imagine, est peut-être pratique dans, je sais pas, si t'es dans une boîte de nuit en sous-sol ou qui n'a pas la 4G. Ou si, comme souvent, un serveur web gouvernemental tombe quand les gens se mettent à l'utiliser. Oui, voilà, ça aurait pu être un gros risque aussi. Voilà, vous avez d'autres choses à rajouter sur ce base 45, ce CBOR, ce pass sanitaire?
Je suis pas forcément hyper d'accord sur ces bords. C'est pas l'encodage le plus compact qui existe, hein, et j'ai plein d'opinions sur ce genre de format, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de les aborder. On y reviendra si on parle un peu plus de biscuits dans un prochain épisode, peut-être. Parce que je me souviens quand je suis tombé sur ces bords qui est envisagé sur une spec qui s'appelle Web Bundles, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, pour packager plein de ressources HTTP dans un gros machin. J'étais tombé sur ces bords et je suis bien entendu allé voir mon collègue Geoffroy en mode c'est quoi ce truc, et il fait ouais mais voilà. Donc ça pourra peut-être être l'occasion, un de ces quatre, de creuser là-dessus. Il a dit t'as qu'à lire la RFC. Ouais, elle est un peu longue, je crois, celle-là. Alors avec transition, en parlant de RFC, on vous met un petit lien qui s'appelle rfc.fyi for your information. Et en fait, c'est un super outil. Ça ressemble à un moteur de recherche. Vous tapez, alors là je suis dessus, je vais taper une de mes RFC préférées, Cookie. Et vous avez tout de suite la fameuse RFC 6265, la toute première, et celles qui ont rajouté des informations sur les cookies. Et en fait, c'est simplement un moteur de recherche de RFC, et en fait, ça marche bien et c'est cool. Voilà. rfc.fyi. Ou alors rfc.fyi et rfc.fyi. Bref, petit lien sympa qui va bien. Sans transition, on va passer un lien de Sébastien. On a déjà pas mal parlé d'advocacy et de DevRel depuis le début du podcast par opportunisme. Et là, Sébastien, tu as un lien de DevTo. Alors, tu vas nous parler de l'auteur, parce que là, je vois que son pseudo, ou de l'autrice, je ne sais pas, qui parle un peu de comment le DevRel, vers quoi il va, en fait. Alors, je t'avoue, l'auteur ou l'autrice, j'ai même pas trop regardé, mais je vais regarder. C'est Kim Maeda qui est. Ah oui, c'est la DevRel chez Ionic. Okay. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cet article, c'est parce qu'il y a toujours un peu les guéguerres DevRel, est-ce que ça appartient chez engineering, est-ce que ça appartient chez marketing. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment des opinions très tranchées sur ce sujet. J'avoue que moi, j'ai jamais eu trop d'opinions tranchées là-dessus. Ça me dérange pas d'être rattaché à marketing ou à engineering. Et elle débunk un peu tout ça. Enfin, il faut aller voir l'article, mais si je les reprends, elle dit Leadership doesn't understand DevRel. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que les grosses boîtes prennent des DevRel, enfin des Dev Advocates ou des évangélistes, là aussi, c'est un autre débat, parce que c'est à la mode, parce qu'elles voient d'autres boîtes le faire. Alors, c'est pas vrai. Peut-être pour certaines boîtes, mais elles le prennent parce qu'elles y voient vraiment un intérêt stratégique. Et ça emmène aussi sur la deuxième chose, qui disent ouais, mais les DevRel, ça rapporte pas de sous. Si, au final, les DevRel, on lance des paillettes, mais on plante aussi des graines qui rapportent des sous un peu plus tard quand on les récolte. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Les développeurs détestent le marketing. Ce qu'il faut. Il y a pas mal de discussions sur Internet là-dessus. On a le dev qui déteste le marketing, mais qui est tout content quand il reçoit son t-shirt GitHub, voilà, quand il peut coller son autocollant de je sais pas de qui, voilà. Donc, elle démystifie un peu ça pour dire que le marketing, on en a besoin. Et je la rejoins là-dessus parce que moi, depuis que j'ai rejoint l'équipe des Dev Advocates, je travaille beaucoup avec marketing et franchement, c'est pas si horrible que ça. Je prends même plaisir à travailler avec eux. Alors, pour le coup, c'est du developers marketing, un peu plus orienté pour les devs. Mais si on communique bien, qu'on travaille bien ensemble, qu'on travaille avec les équipes ingénieurs, ça peut être super puissant. Mais bon, cet article, je vous conseille de le regarder un petit peu parce que elle met un peu les choses à plat, sans prendre un avis trop tranché. Donc voilà, c'est un article. J'ai vu, on l'avait partagé sur notre discussion interne. Il y a Valériane qui l'avait lu.
qui était aussi, je Valériane sais qu'elle a Delance, aussi, ouais. elle a une supervision aussi sur tout ce qui est DevRel et tout. Elle était aussi tout à fait en accord avec cet article. Donc voilà, une autre caution comme quoi c'est un bon article. Il a été validé par Valériane aussi. Donc Moi, il y a une chose, il y a un autre domaine que le marketing qui est important, je trouve, dans l'approche DevRel. Alors après, c'est encore une fois, c'est variable. Hein. Il y a plein de boîtes qui ont des approches différentes du DevRel, hein, mais qui est le fait que ça tire un peu vers le haut l'expérience utilisateur de la documentation du produit. Ouais. C'est-à-dire le fait que ce soit compréhensible par tous les interlocuteurs que ça va intéresser. Ça, avec un intérêt derrière, mais à un moment donné, il faut aussi une motivation. En tout cas, quand c'est des boîtes non institutionnelles, on va dire, faut qu'il y ait une motivation financière à investir dans le fait de dépenser beaucoup de temps à faire une doc très pointue, des vidéos d'explication, des choses comme ça. Quand on pense par exemple des supports vidéo, bah, c'est des choses dont on sait très bien que c'est délétère. C'est-à-dire qu'un an plus tard, il y a de fortes chances que le produit ait évolué et que tu regardes la vidéo, ça ne correspond plus à rien, quoi. Donc c'est un investissement un peu à perte, mais qui va tirer vers le haut la documentation du produit lui-même, qui va tirer vers le haut la qualité de l'expérience utilisateur. Enfin, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. les vidéos, les screenshots dans la doc, c'est ça qui rend fou aussi. Ah là Screenshot là dans là. la dingue. Ouais. Puis on a tous envie de les automatiser ou d'avoir c'est ça. la bonne idée, mais il y a un moment, Il n'y a pas de magie. Ça finit toujours avec un WordPress. Moi, je me rappelle de la Google Cloud Console qui arrêtait pas de changer et là, tu n'as aucune influence dessus. Il fallait tout le temps mettre à jour ta doc. Donc, non, c'est ça. Et Seb, terminal, toi, tu as des KPI ou je ne sais quoi pour parce qu'on parle souvent du fait que c'est compliqué justement de justifier l'intérêt et la rentabilité d'un DevRel, d'un advocate. Et pour autant, de plus en plus de boîtes sont persuadées, et à raison, que le rôle, qui soit dédié sur une équipe, des personnes à temps plein ou pas, hein, c'est un autre sujet, a une utilité. Mais on avait, je crois, évoqué avec Laurent et peut-être un autre invité à quel point ça peut être risqué de commencer à mettre des objectifs, on va dire, des sortes de KPI trop précis. Ou c'est un jeu dangereux, quoi. Je me demandais ce que tu en pensais. Et c'est surtout très compliqué. Alors moi, je suis chanceux parce que moi, des KPI, j'en ai une seule qui a changé avec le Covid. Ouais. Avant le Covid, c'était le nombre d'attendees cumulés sur l'année aux conférences. Ouais. Maintenant, c'est le nombre de viewers live, que ce soit des confs internes pour les clients, pour la communauté. Voilà, quand je fais mes rapports, je vais sur la console, sur mon studio YouTube de Red Hat Developer, je regarde le peak concurrent user, je prends le chiffre, je mets ça. Le nombre de vues des vidéos qu'on fait, c'est la seule KPI qu'on livre nous. Après, il y en a d'autres. Je fais des rapports tous les mois. Je fais des trip reports, comme on appelle ça. Maintenant, c'est des trip reports virtuels. mais je communique beaucoup. Voilà, je communique aux autres équipes pour raconter un peu ce qu'on fait. Mais les KPI, c'est compliqué d'en avoir des concrètes. Après, il existe des outils. Combien de personnes se sont rajoutées à ta user list, combien de contribs tu as en plus chaque mois, mais encore linker ça à tes actions que tu fais toi. Moi, c'est compliqué de faire. J'ai fait un talk pour telle conférence. Est-ce que ça a emmené 30 nouveaux users sur la mailing list avant qu'on arrive? Peut-être Copilot, il pourra faire ça. Mais tu peux pas dire aux gens de rajouter un UTM Medium égal Seb Blanc dans leurs actions, quoi. Mais du coup, mais du coup, je suis très chanceux. J'ai beaucoup moins de pression par rapport aux équipes sales qui, eux, ont parfois envie de discuter avec des clients ou, par exemple, la dernière fois, on voulait parler avec des universités. Mais le sales, il me disait clairement, moi, ça me plairait, mais je vais pas y aller parce que j'aurais rien à rapporter à mon management. Et là, du coup, moi, je peux rentrer en action parce que moi, je peux pas perdre du temps, mais je peux y aller, passer une semaine à travailler sur le sujet. J'ai pas à investir du temps là-dessus, bâtir ces relations justement, sans avoir à rendre des comptes.
Donc, sans avoir à on préciser est que tu as très vendu privilégié ou à ce pas niveau. vendu. Ouais, je vois. Tout à fait. Du coup, moi j'ai une question pour toi. C'est si jamais tu vas chez le charcutier, tu es obligé de faire un trip report aussi? Ouais. Désolé. Non, j'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce lien, messieurs? Geoffroy, non? Je te vois hésiter. Pas plus. Ok. Donc sans transition, on va passer sur alors, un lien de Geoffroy Coupry. Un lien LOL, comme tu dis dans les commentaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une histoire de disquette et d'écran. Yep. Attention, Donc, c'est- attention aux effets d'annonce sur le LOL. Ah. Non, c'est intéressant en fait. C'est une démo, donc si vous connaissez pas, c'est un exercice qui existe depuis très très longtemps, depuis le moment où les gens s'échangeaient sous le manteau des disquettes de jeux vidéo qu'ils avaient piratés. Et puis s'il restait, je sais pas, 300 octets quelque part utilisables, ben on va s'en servir pour rajouter une petite animation, un petit truc pour dire coucou, c'est moi qui l'ai fait, ou juste comme ça. Puis au bout d'un moment, c'est devenu quelque chose de très 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 de très malin. Et parce que plus ça allait, plus il y avait de la musique, de la 3D, et souvent des choses même plus complexes que le jeu qui était porté après. Et en fait, les gens se sont mis à faire des compétitions de ça, de démos, pour voir jusqu'où on peut aller. Et jusqu'encore maintenant, il y a des programmes, des compétitions où on te file par exemple un programme qui fait 1 kilooctet, et tu lances ce truc, et tout d'un coup, tu as ta machine qui se met à chauffer, parce que le truc génère 1 million de trucs pour de la 3D. Et puis après, pouf, t'as une démo, un truc incroyable. Et là, c'est quelqu'un qui prend, je crois, c'est un Commodore 64, Ouais. qui charge un truc, une disquette dans son lecteur disquette, il démarre le lecteur disquette, débranche l'ordinateur de l'écran, prend le câble de la disquette et tu connectes ça directement à l'écran. Et en fait, son programme s'exécute à l'intérieur du lecteur de disquette et fait une démo vidéo sur l'écran depuis le lecteur de disquette. Et puis, ce qu'il dit, c'est bon, bah, bien évidemment, par contre, on branche pas le câble audio parce que le lecteur disquette peut faire son propre son. Ah la vache. C'est juste, mais incroyable, quoi. Et la démo, elle est vraiment bien réussie, quoi. Donc il faut absolument que les auditeurs cliquent sur le lien pour voir ce que là, on va pas être capable de vous le montrer et de vous le faire entendre. Ouais. Et le monde des démos, enfin vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Ça existe encore, c'est encore vivant maintenant parce on peut toujours aller plus loin. Et t'as des équipes, de grosses équipes qui continuent à bosser dessus très régulièrement. Ouais. Donc c'est même maintenant, même si on n'a pas une vieille console, on peut aller dedans. Il y a même des démos en JS, des choses comme ça qui existent. Donc c'est vraiment bien. tout un pan de l'informatique très à part, quoi. Ouais. Moi, j'ai des copains qui participent à des concours encore, de Demo Maker, là. Moi, j'ai ces souvenirs sur l'Amiga, surtout c'était Paradox, je crois. Je suis mute, moi aussi, ou je suis là? Non, ça va. Ok. Ouais. Non, j'ai de très bons souvenirs de ces. Mais, et j'ai regardé ton lien ce matin. Ça m'a fait beaucoup rire. Surtout comme il coupe les fils aussi à vif, là. Et, Hop là. il y va tranquille. Ouais. Non, du coup, on termine avec un petit outil de fin d'épisode. C'est un DevTools, en fait, qui est fait par Mathias Huta. Il est finlandais, donc j'espère que je le prononce bien. Alias Matsu, avec plein de U. Et donc, cette personne formidable a créé un DevTool, un add-on, une extension navigateur qui va vous rajouter dans les DevTools de quoi inspecter, manipuler les web components qu'il y a dans votre page. Et donc, il a d'abord sorti une version Chrome. Il a ensuite, en quelques clics, parce que maintenant c'est quand même vachement bien fait, sorti une version pour Firefox. Moi, je l'ai testé un petit peu et c'est assez prometteur. C'est-à-dire que
depuis longtemps, quand on fait des web components, on dit j'ai pas forcément besoin de DevTools parce que des web components, c'est des éléments, c'est du DOM. Donc, en fait, dans les DevTools historiques, je peux déjà manipuler les trucs. Et en fait, là, ça rajoute quand même une petite couche assez sympa. Et ça se combine pas mal aussi avec un format que j'ai évoqué il y a plusieurs semaines dans le podcast qui s'appelle Custom Elements Manifest. Et donc, si ce DevTools est capable de lire ce manifeste qui décrit vos web components, il va être capable de vous aider à les manipuler encore mieux, on va dire, d'une meilleure manière. Et bon, après, à vous de le tester. Ouais, à vous de le tester, de voir si ça vous sert. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant là-dessus, c'est que actuellement, quand tu sors un framework web, Vue n'existe pas, tu as envie de créer Vue. Bon, tu le crées, ok. Faut faire beaucoup d'advocacy pour que les gens sachent que ça existe, etc. Ça, on a évoqué pendant l'épisode. Mais tu vas devoir créer un ensemble d'outils autour. Tu vas devoir avoir l'extension VS Code pour avoir la coloration syntaxique, machin. Et en fait, tu vas rapidement devoir créer un DevTool. Il y en a un pour Angular, React, Vue. Et en fait, là, ce qui est fascinant, c'est que les web components étant un standard et la librairie que tu utilises pour le coder étant un détail d'implémentation, son DevTool fonctionne avec Lit, Stencil. Si tu fais des web components avec Svelte, ça marche aussi. Enfin, et ça, je trouve ça vraiment prometteur, en fait. C'est cette partie-là que je trouve intéressante pour le futur. C'est ce truc de dire, j'ai un DevTools qui marche avec plein de librairies parce qu'il se base sur un standard. Voilà. Bon, après, forcément, si vous écoutez le podcast récemment, vous doutez que je vais dire du bien des web components, mais voilà, je trouve que c'est super prometteur d'avoir enfin... En fait, de plus en plus, je trouve qu'il y a des analogies entre les web components et REST et ce nouveau Custom Elements Manifest et OpenAPI, Swagger. À partir du moment où, en fait, est-ce que ton API REST est codé en Java, en PHP, en Python? Je m'en fous, c'est un détail d'implémentation. Je parle REST, donc en fait, je parle le standard HTTP avec des conventions, et j'ai de quoi documenter mon API avec Swagger OpenAPI. Et donc, j'ai des DevTools ou des trucs genre Postman et compagnie qui sont capables de me faciliter la vie, qui sont capables de bouffer un OpenAPI pour me gérer des clients, des machins. Et là, on arrive un peu sur des choses similaires et je trouve ça vraiment cool. T'allais dire J'ai juste une petite question. Ouais. J'avais une question par rapport à un truc que tu as glissé au tout début, c'est quand même cool maintenant. On peut transitionner d'un plugin Chrome à Firefox et j'avoue que ça va attiser ma curiosité. Oui, alors ça fait longtemps que c'est facilité, mais les API que tu vas utiliser quand tu développes un DevTool sont de plus en plus communes. Et Safari est arrivé récemment aussi dans le game, pour l'instant que sur desktop. Mais alors moi je l'ai jamais fait, donc je vais pas me prononcer sur à quel point c'est simple. Mais là, Matsu, et c'est pas le premier que j'entends dire ça, a dit que ça a pris. Enfin, ça a été assez rapide. C'est vraiment pas un truc où tu vas tout recoder. D'accord, c'est intéressant. Et ça, c'est cool parce qu'à une époque, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Après, j'imagine que suivant ce que tu es en train de faire, tu vois, si tu fais un bloqueur de pub ou des trucs qui vont ouais, j'en sais rien en fait. Tout ce que je pense un outil de cast. Ouais, non, je me rends pas bien compte, c'est quelque chose que je connais pas, mais je sais que c'est beaucoup plus facile qu'avant et on a eu toute une époque où les extensions existaient, une époque que sur Firefox, c'était un peu leur truc, puis Chrome a commencé à dominer le marché, etc. Et je trouve ça cool. Tu as les API natives aussi qui ont joué pas mal sur la divergence. C'est ça. Le fait qu'il y ait des appels natifs. Donc voilà, ce DevTools est plutôt cool. C'était notre dernier lien. Nous allons passer au choix musical de notre invité. Seb, tu as fait un choix musical. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Alors,
j'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais c'est un choix musical qui me tient beaucoup à cœur parce que voilà, c'était le morceau préféré d'un ami, un ami qui est malheureusement décédé il y a 2 semaines, et c'était pour lui rendre hommage aussi. Et ça le résumait entièrement. C'était du métal et de la déconnade, et c'est un morceau que j'aimais beaucoup aussi, que j'aime toujours beaucoup. Et je me suis dit tiens, pour choix musical, on va remettre encore un hommage à ce morceau. Donc c'est un morceau de. Faut que j'ai le droit de dire ou c'est. Ah non, oui, parce oui, que vas-y. On va diffuser un ok, petit extrait juste après. Ok, non, ah voilà, c'est ça. Donc c'est un morceau qui s'appelle Camtar pour camion, qui est un morceau de Ultra Vomit, un groupe français qui fait du métal, comment je peux dire ça, du métal comique, parodique. Et là, Camtar, il reprend le style de Rammstein, donc le style, mais où il va parler de son camion, d'un camion. Et le morceau s'appelle Camtar, il me plaît beaucoup et il plaisait beaucoup à mon ami. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. Eh bien, merci Seb, et on pense fort tous à ton ami, j'imagine. C'est toujours un peu triste ce genre de nouvelles. Et donc merci pour ce choix musical qui lui rend hommage. J'ai oublié de le préciser en début d'épisode, mais j'étais censé le faire au début, il n'y a plus personne qui écoute après le choix musical. Nous passons au format vacances avec un épisode toutes les 2 semaines jusqu'à la rentrée a priori. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Merci énormément à vous. Un merci encore plus particulier à Seb d'être venu en invité dans cet épisode. C'était super cool de t'avoir. On a pu digresser sur plein de sujets et c'était vraiment cool. Donc merci aux auditeurs, auditrices, des câlins à tout le monde et puis à dans 2 semaines. Au revoir. Des gros câlins. Merci. Ciao, ciao. Bientôt. Ciao.